Au Niger, les examens du baccalauréat section 2015 ont démarré dans la matinée de ce mercredi. Au Bénin, les avis sont partagés sur la venue du président français François Hollande, une visite qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée africaine. Au Libéria, au moins 2 nouveaux cas d'Ebola ont été identifiés. La population est à nouveau appelée à appliquer les mesures d'hygiène. Ravi de vous retrouver pour cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Au Burundi, au moins 6 personnes ont été tuées par balle ce mercredi dans un fief de l'opposition au président Pierre Nkurunziza. L'incident s'est produit en périphérie de la capitale Bujumbura, où la police affirme avoir été engagée dans des combats avec un groupe armé. Des témoins font plutôt état d'exécutions sommaires. Ces faits viennent alourdir un peu plus le climat dans ce pays, où on attend toujours les résultats des élections législatives et communales de lundi, élections boycottées par l'opposition. Démarrage ce mercredi 1er juillet des examens du baccalauréat au Niger. Près de 40 000 candidats, toutes séries confondues, se présentent pour cette session 2015. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Le ministre nigérien des enseignements supérieurs, Asman Abdou, lançant officiellement les examens du baccalauréat ce 1er juillet 2015 dans un des centres de la capitale. Ils sont au total 38 489 candidats, toutes séries confondues sur l'ensemble du territoire, à aller à la conquête de leur premier diplôme universitaire. Après avoir distribué les premières épreuves, le ministre a invité les candidats à bien se concentrer et ne compter que sur leurs propres efforts. Le gouvernement, a-t-il ajouté, a réuni toutes les conditions pour la parfaite organisation de cette session. C'est un processus qu'on a suivi depuis son commencement jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'aboutissement. Et on espère qu'à la fin, on va récolter pratiquement, c'est-à-dire le fruit de tous les efforts qu'on a eu à faire. On a investi au moins quand même 9 mois de notre temps et 9 mois d'efforts à les soutenir. Côté du jury également, la vigilance est de mise. Les examens ont bien démarré. Globalement, chez nous, tout se passe bien. J'ai fait le tour de toutes les salles. J'ai vraiment donné des conseils personnels à ces candidats-là. Je leur ai dit de garder tout leur calme, et de tout faire pour maîtriser leur stress. Parce que quand on est en examen, on est toujours stressé. Au sortir des salles, après 3 heures de preuve de français, les candidats affichent une certaine sérénité. Le sujet du style est à la portée de tout élève ayant bien assimilé ses cours en classe. C'est donc une bonne entame pour eux. Nous venons de finir l'épreuve de français. Vraiment, ça a été abordable, quoi. Je dirais pour un élève qui a réviser ces leçons, vraiment c'est abordable. Nous espérons vraiment avoir de bonnes notes. Malgré les remous qui ont perturbé l'année scolaire, les programmes ont pu être bouclés à temps, ce qui a permis l'organisation de ces examens dans le délai. Le Bénin s'apprête à recevoir le président français François Hollande, une visite qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée africaine qui le conduira aussi en Angola et au Cameroun. Notons que la dernière visite d'un président français au Bénin remonte à celle d'un autre socialiste, François Mitterrand, en 1983. Que peut attendre le Bénin de cette visite d'État? Les Béninois se prononcent. C'est la France qui nous a colonisés. Et aujourd'hui, nous constatons que le chef de l'État est en fin de mandat. Il est venu quand même voir l'état de la démocratie au Bénin et visiter les entreprises françaises qui exercent les activités au Bénin et maintenant réchauffer les liens d'amitié entre le Bénin et la France. Globalement, on peut que s'en réjouir parce que l'arrivée d'un président étranger ne peut qu'honorer notre pays. Mais il faut dire qu'on l'attend sur des sujets extrêmement pointilleux comme la démocratie, ceux qui pensent de la gouvernance. Je crois qu'il faut renouer des partenariats à l'étranger, en France surtout, puisque c'est un pays colonisateur. Donc renouer des partenariats, toutes les occasions sont bonnes. Si Matuidi peut apporter quelque chose, un centre de formation, toute opportunité est bonne, mais l'essentiel c'est qu'il faut remettre la jeunesse dans les conditions pour que le football grandisse.
Le football, c'est un vecteur de développement aussi. On connaît des nations au-delà de la politique, de l'économie grâce au football. Donc nos dirigeants seraient mieux inspirés de reprendre le football en main pour la jeunesse béninoise. Blaise Matuidi, c'est quelqu'un qui est quand même le patron du milieu de terrain de Paris Saint-Germain et de l'équipe de France. Et de ce point, je pourrais quand même dire, et on aurait aussi également appris qui serait avec Jean-Marc Adjovi-Bokor. Peut-être c'est pour peaufiner le plan de finalisation de l'installation du centre de formation comme ce c'est le cas au Sénégal avec le centre Diambal. Si on pourrait avoir un centre du genre au Bénin, si c'est pour cela que Jean-Marc Adjovi-Bokor et Blaise Matuidi viennent au Bénin, moi je suis vraiment content. En France, l'affaire de 2 soldats soupçonnés d'abus sexuels sur enfants au Burkina Faso semble être un sujet de grande préoccupation. Paris souhaite que le rapatriement des soldats soupçonnés se fasse rapidement et que la justice agisse. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll. La France, engagée à faire la lumière dans l'affaire des 2 soldats soupçonnés d'abus sexuels sur des enfants au Burkina Faso. Il s'agit surtout pour Paris de corriger l'image de l'armée française déjà ternie par un précédent scandale de même nature en Centrafrique. Les forces françaises sont engagées dans une lutte contre le terrorisme, elles sont là pour protéger des populations. C'est l'image de l'armée, c'est l'image des forces spéciales, c'est l'image de la France. Donc là-dessus, il n'y aura aucune faiblesse, mais au contraire, une détermination totale. Une détermination déjà traduite par la suspension immédiate des 2 soldats soupçonnés. Ils devraient être ensuite rapatriés au plus vite pour répondre de leurs actes. Les contacts ont été pris avec la justice burkinabèse pour que le rapatriement se fasse rapidement et que la justice agisse. Les faits sont assez clairs. La plainte a été déposée immédiatement par le ministre de la Défense. Ça porte d'ailleurs sur des enfants qui sont de nationalité française ou binationaux dans un hôtel. Et à partir de là, la justice est saisie, le parquet s'est saisi de ce sujet, et donc la procédure judiciaire est engagée. Selon le porte-parole du gouvernement français, cette affaire sera élucidée au plus vite, ainsi que le souhaite le ministre de la Défense. Jean-Yves Le Drian, qui qualifie les faits d'inadmissibles, se dit déterminé à sanctionner tous ceux qui sont coupables d'abus sexuels sur des enfants. Direction la Tunisie où des agents armés devaient être déployés à compter de ce jour pour sécuriser plages et sites touristiques. Mais jusqu'ici, les agents de sécurité se font désirer dans la région de Tunis. Reportage. 1 millier d'agents de sécurité attendus sur les sites touristiques pour y renforcer la sécurité. Une nouvelle disposition prise par les autorités tunisiennes en vue de renforcer la sécurité dans les hôtels, sur les plages et autres lieux régulièrement fréquentés par les touristes. Mais cette nouvelle mesure de sécurité en est encore à la phase théorique puisque les forces de sécurité en question se font plutôt rares sur les sites touristiques. La guérite de la sécurité touristique a été installée avant-hier. Normalement, ils devraient commencer leur travail. À peu près toutes les heures et demie, une équipe de la garde nationale devrait passer pour sécuriser la région. Cette nouvelle mesure de sécurité fait suite à l'attentat perpétré contre un hôtel de Sousse, le plus sanglant que la Tunisie ait jamais connu. Il avait fait 38 morts et 39 blessés. La grande majorité des victimes étaient des touristes britanniques. 8 des corps des victimes britanniques ont déjà été rapatriés dans un avion militaire britannique. En Côte d'Ivoire, les journalistes ont un rôle clé à jouer lors de la présidentielle d'octobre prochain. À juste titre, la Commission nationale des droits de l'homme, qui aspire à une presse libre et transparente dans le pays, a choisi de renforcer leurs capacités. Chris Parten a Assémien pour le point. Réaliser un reportage sur les élections est un véritable défi compte tenu du caractère polémique qu'elles peuvent susciter dans les médias. C'est à partir du moment où les relations deviennent plus tendues entre les journalistes, le gouvernement et les citoyens qu'un conflit peut potentiellement se présenter. Alors, il vaut mieux prévenir que guérir. Et compte tenu de ce que nous avons connu par le passé, déjà prendre des dispositions pour que le discours soit apaisé, que le discours tende
faciliter le déroulement de ce processus et que le ton aussi ne soit pas à l'affrontement et qu'il soit plutôt apaisé. Première élection démocratique après la crise post-électorale de 2010, les élections présidentielles d'octobre 2015 entendent laisser le droit à s'exprimer. Liberté des médias et traitement de l'information en période électorale. Une trentaine de journalistes ivoiriens espèrent puiser dans le trésor des connaissances de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire pour la couverture de ces élections. J'aimerais que les hommes de médias relatent réellement ce qui va se passer pendant les élections présidentielles d'octobre 2015. Qui se présente comme un processus de tous les dangers. Vu qu'en 2010, nous avons connu des événements qui ne sont pas très gais. Permettre aux Ivoiriens d'accéder à une information pluraliste et indépendante, cela peut être possible à condition de garantir les meilleures conditions d'exercice à tous les journalistes. C'est le pari que souhaite relever la Commission électorale indépendante à 4 mois des présidentielles. En bref et en images, rendons-nous au Libéria où au moins 2 nouveaux malades d'Ebola ont été identifiés après l'annonce mardi du premier cas en 3 mois dans le pays où la population doit à nouveau appliquer les mesures d'hygiène en vigueur au plus fort de l'épidémie. Notons que le Libéria pensait jusqu'à cette semaine s'être débarrassé du virus car il avait été officiellement déclaré exempt de la maladie le 9 mai par l'Organisation mondiale de la santé. Mais mardi, les autorités avaient annoncé la mort d'un adolescent de 17 ans victime d'Ebola. Ce mercredi, 2 personnes supplémentaires ont été testées positives parmi les gens ayant été en contact avec l'adolescent dans la province de Marguibiri, à l'est de la capitale, Monrovia. À Genèse, en Suisse, l'alerte canicule a été déclenchée mardi. Le thermomètre dépassait les 32 degrés à la mi-journée et devrait monter jusqu'à 39 degrés d'ici samedi. Situation similaire un peu partout en Europe et notamment en Espagne, où une grande partie du pays continue d'étouffer sous la vague de chaleur venue d'Afrique. À travers un communiqué, Météo Suisse prévoit des températures caniculaires sur le bassin genevois à partir de ce mercredi et jusqu'au mardi 7 juillet au moins. Les services du médecin cantonal ont activé le plan canicule et rappellent la nécessité de se protéger de la chaleur, de s'hydrater suffisamment et de faire preuve de solidarité envers ses proches et voisinages. Services sanitaires du canton et pharmacies ont renforcé leur mobilisation. Ce genre de temps était normal pour nous quand on vivait à Istanbul. Alors on n'a pas trop chaud. Il fait chaud, mais nous préférons ça à la pluie et les nuages. Alors nous sommes contents. J'aime la chaleur et ce n'est pas souvent comme ça ici. C'est peut-être la première fois qu'il fait aussi chaud. C'est incroyable. Tous les jours, on va au lac, le lac Léman. Nous nous amusons, nous faisons à manger, on rencontre du monde. En Espagne, les températures restent particulièrement élevées la nuit et une grande partie du pays en état d'alerte face au risque d'incendie. L'Agence nationale de météorologie a placé 40 des 50 provinces au niveau d'alerte jaune ou orange en raison des températures élevées. Les maxima sont en baisse alors que la vague de chaleur se déplace vers le sud-ouest de la France. Les autorités ont recommandé à la population de rester chez elle et de boire beaucoup d'eau. Une trentaine de personnes ont dû être prises en charge par les services d'urgence de la capitale pour des malaises dus à la forte chaleur. Madame, Monsieur,